avec Marion Kibler qui vient de Strasbourg et qui va nous parler des deux études donc, qui sont un peu innovantes sur le TAVI avec des tentatives d'élargissement des indications, c'est ça? Les études Early TAVI et Evolve. Et c'est ça exactement. Merci Christophe. Alors bonsoir à tous. Merci d'être restés aussi tard pour ce nouvel épisode du Journal Club du GACI. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de RAC serré asymptomatique dans une première partie. Ensuite, vous pourrez poser les questions, on pourra interagir sur cette partie-là. Puis ensuite, on parlera de RAC moyennement serré et d'insuffisance cardiaque. Alors voici les liens du GACI, des jeunes du GACI, pour nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, X et LinkedIn. Alors actuellement, qu'est-ce qu'il en est de la prise en charge du RAC serré dans les recommandations européennes ou américaines? Finalement, les deux sont vraiment dans le même sens. Alors, dans le RAC serré asymptomatique, il y a plusieurs indications de prise en charge de grade 1, c'est-à-dire dès qu'il y a une dysfonction ventriculaire gauche avec une altération de la FEVG en dessous de 50%. Si le patient présente est asymptomatique, on va dire au repos, mais présente des symptômes lors d'un test d'effort, c'est important de réaliser des épreuves d'effort aux patients chez qui on découvre un RAC serré et qui se disent asymptomatiques, puisqu'il y a quand même un certain nombre de patients qui deviennent symptomatiques à l'effort. On peut discuter de la réalisation d'un remplacement valvulaire aortique si on a une dysfonction VG modérée, inférieure à 55%, sans symptômes, et d'une chute de la pression, artérielle lors de l'épreuve d'effort. Il se discute également une prise en charge du RAC serré sur les RAC très très serrés, une vitesse maximale supérieure à 5 mètres secondes ou un gradient supérieur à 60 mm de mercure, chez des patients qui sont très sévèrement calcifiés, avec un score calcique important et chez qui on dit que le RAC est rapidement progressif, avec une progression de la vitesse maximale de 0,3 mètres secondes par an. Et chez les patients également avec un niveau de BNP ou de NT-proBNP augmenté, en général 3 fois la normale. Autre fait qui est mentionné dans les recommandations, qui est pour le moment important, c'est la surveillance des RAC serrés asymptomatiques. Il est recommandé de surveiller les patients qui présentent un RAC serré sans symptômes tous les 6 mois, avec consultation, épreuve d'effort. On verra son importance par la suite. Alors le contexte en fait de ces deux études, finalement Evolve TAVI et Early TAVI, le contexte est le même. En fait, on part de deux études randomisées chirurgicales qui ont montré un bénéfice du remplacement valvulaire aortique par rapport au traitement, à la surveillance médicale chez les patients qui présentent un RAC serré asymptomatique. Il s'agit de l'étude Recovery et Avatar, deux études qui sont publiées qui ont été publiées en 2020 et 2022. Alors, sur des petits effectifs, des patients chirurgicaux, des jeunes patients âgés en moyenne de 65 ans avec des RAC très serrés, pour le coup des Vmax souvent supérieurs à 5 mètres secondes en moyenne, et avec une grande proportion de bicuspidie. Et on voit donc du coup une supériorité de la prise en charge chirurgicale sur des critères composites de mortalité, hospitalisation pour insuffisance cardiaque et AVC chez ces patients. Alors, on va d'abord parler d'Evolve TAVI. Evolve TAVI qui a été publié dans JAMA très récemment, présenté au TCT, finalement tout comme Early TAVI. Et l'hypothèse en fait dans Evolve TAVI, c'était d'essayer de montrer un bénéfice du TAVI chez les patients présentant un RAC serré asymptomatique, mais qui ont quand même un critère en fait de risque montré par en fait une fibrose myocardique à l'IRM cardiaque. Pourquoi la fibrose myocardique dans le RAC serré? En fait, il y a plusieurs études qui montrent que la fibrose myocardique, ça a un réel impact pronostique dans l'évolution du RAC serré. Et ces patients vont être finalement plus à risque de développer des insuffisances cardiaques que les patients qui ne présentent pas de fibrose myocardique à l'IRM. Donc ça, c'était vraiment le postulat de départ de Evolve. Vous voyez, c'est pas tout patient asymptomatique, mais les patients asymptomatiques avec quand même un risque à l'IRM, une fibrose myocardique. Alors, comment a été designée l'étude? Vous voyez qu'il y a eu finalement pas énormément de patients, 427 patients screenés, 226 patients randomisés, 114 dans le groupe intervention précoce et 112 patients dans le groupe surveillance active.
Le critère de jugement principal était composite, comprenant les mortalités toutes causes, les hospitalisations non programmées liées au rétrécissement aortique serré, mais non liées, en fait, finalement, les hospitalisations qui ne vont pas aboutir forcément à un TAVI, enfin, pas les hospitalisations, mais les consultations qui ne vont pas aboutir, en fait, à la mise en place d'un TAVI. Le critère de jugement secondaire était assez multiple, les composants individuels du CJP, la classe NYHA, donc les symptômes, l'apparition d'une dysfonction VG inférieure à 50% à 12 mois. Alors la population de l'étude, donc 224 patients avec tous une fibrose myocardique à l'IRM, 24 centres incluant surtout en Angleterre, en Australie, 2017-2022. Vous voyez, donc vraiment ça aura aussi quand même son importance pendant la période Covid. Un âge moyen de 73 ans, des patients assez jeunes, 28% de femmes, 29% de bicuspidie quand même, avec des rétrécissements aortiques serrés, pas non plus trop serrés, mais 0,8 cm² en moyenne de surface, c'est 45 mm de gradient. 94% d'intervention dans le groupe intervention précoce, avec 86% de remplacement valvulaire aortique dans l'année, avec quand même une médiane de 5 mois. Ça veut dire que dès lors que le patient était randomisé, il a été en moyenne traité après 5 mois après randomisation. Donc c'est quand même un délai qui est assez important. Et vous voyez 75% de chirurgie cardiaque quand même. Donc 75% de remplacement valvulaire aortique chirurgical et seulement 25% de TAVI. Dans le groupe de la prise en charge conservatrice, 77% d'intervention. Donc ça fait quand même beaucoup de crossover, 28% dans l'année, avec une médiane à 20 mois, 55% de remplacement valvulaire chirurgical et un peu plus de TAVI à 45%. Quels sont les principaux résultats? Vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative en fait en termes de survenue du critère de jugement principal, décès toute cause ou réhospitalisation ou hospitalisation pour insuffisance cardiaque liée au rétrécissement aortique. Donc il y a 18% de patients dans le groupe intervention précoce qui ont présenté le critère de jugement principal contre 23% des patients dans le groupe surveillance active. En revanche, quand on prend en fait séparément chacun de ces critères, vous voyez que le critère, on devient en fait finalement significatif et il y a en fait un bénéfice à la réalisation du TAVI rapidement. En ce qui concerne les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, hospitalisation non programmée en lien avec le rétrécissement aortique. Vous voyez qu'il y a seulement 6 patients du groupe remplacement valvulaire aortique précoce qui ont été réhospitalisés pour insuffisance cardiaque. Autre point important, pas de différence significative concernant les décès toutes causes ou les décès cardiovasculaires dans les deux groupes. Quand on prend les résultats à 12 mois et la symptomatologie des patients, vous voyez quand même un taux inférieur une amélioration fonctionnelle chez les patients pris en charge par TAVI versus les patients qui ont été surveillés activement, puisqu'à 12 mois, on a un taux inférieur de dyspnée du stade NYHA 2 à 4 chez les patients dans la prise en charge précoce par remplacement valvulaire aortique. Alors, quelques messages principaux sur cette étude. Donc, on peut dire qu'il n'y a pas de bénéfice du remplacement valvulaire aortique, soit chirurgical, soit par TAVI, sur un critère combiné mortalité ou hospitalisation lié au RAC chez ces patients, donc chez les patients qui présentent un RAC serré asymptomatique avec quand même un critère péjoratif de fibrose myocardique à l'IRM. Cependant, point important, c'est qu'on a quand même une amélioration sur les hospitalisations liées à ce rétrécissement aortique et une amélioration de la qualité de vie à 1 an, jugée, évaluée par le score NYHA. Alors, on peut dire, bon voilà, effectivement, cette étude présente un effectif qui n'était pas l'effectif en fait visé initialement. On a un sous-effectif. L'objectif de base était de 356 patients, mais il y a eu une difficulté à inclure, notamment en raison de la pandémie sur la période Covid. Le nombre d'événements finalement primaires était inférieur à ce qui était prédit au départ. Et voilà, alors l'intérêt de l'IRM myocardique dans la stratification du risque, on pourra en rediscuter tout à l'heure. On va passer tout de suite à l'étude Early TAVI, puisque finalement c'est le même sujet.
Vous allez voir, les populations d'études sont un petit peu différentes, mais on était un petit peu dans le même objectif. Là, l'objectif était d'évaluer l'efficacité et la sécurité du remplacement valvulaire aortique par TAVI, SAPIEN, donc Balloon Expandable, comparé à une surveillance active chez les patients qui présentent un RAC serré asymptomatique, tout confondu. Là, par contre, on n'avait pas besoin d'avoir un critère péjoratif, par exemple en IRM. En revanche, il était préconisé de réaliser une épreuve d'effort chez les patients pour confirmer le caractère asymptomatique du rétrécissement aortique serré. Alors, vous voyez le design, c'est une étude qui a randomisé donc les patients en TAVI SAPIEN versus surveillance clinique, des patients asymptomatiques, âgés de plus de 65 ans, ça c'est vraiment en corrélation avec les recommandations américaines, un STS score bas, inférieur à 10%, et une fonction VG normale. Le critère de jugement primaire était un critère composite défini par les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, les AVC, critères qu'il n'y avait pas finalement dans la première étude Evolved, et la mortalité toute cause. Les critères de jugement secondaire, on avait une partie de critères subjectifs en fait sur une amélioration symptomatologique, un statut de santé. On avait aussi des critères finalement sur une détérioration de la fonction ventriculaire gauche, de la fonction du cœur gauche, avec là plutôt que finalement alors on avait aussi un changement, une détérioration, une amélioration une détérioration surtout de la FEVG à 2 ans, mais aussi surtout on cherchait chez les patients sous surveillance active une altération du strain et finalement un remodelage soit négatif soit positif au niveau ventriculaire gauche. Il était évalué également l'apparition de FA et les AVC au suivi. Alors on voit que 1578 patients ont été screenés. Il y a en tout 901 patients randomisés, 455 dans le groupe TAVI versus 446 dans le groupe surveillance, avec un minimum de suivi qui était dit à 2 ans et un suivi médian au final de 3,8 ans. Finalement, 442 patients ont été analysés dans le groupe TAVI et 435 dans le groupe surveillance active, avec, vous verrez, de nombreux crossovers. Donc 901 patients dans 72 centres américains, 3 centres canadiens entre 2017 et 2021. Vous voyez, pareil, vraiment dans la période finalement aussi un petit peu Covid, avec un âge moyen un petit peu plus élevé que dans Evolved, à 75,8 ans, un STS score très bas, 1,8%. Très très peu de bicuspidie. Je vous rappelle, 30% dans le groupe Evolved, un suivi médian à 3,8 ans, une surface aortique, un RAC qui était un petit peu moins serré que dans l'étude Evolved, avec une surface valvulaire aortique à 0,9 sur 0,85 cm², un gradient moyen entre les deux groupes, alors voilà, pas différent, 46,5 mm de mercure et 47,3 mm de mercure. 90% des patients ont eu un test d'effort. Les patients qui n'ont pas pu avoir de test d'effort, c'était sur des raisons finalement de mobilité, des patients qui avaient des restrictions de mobilité, et des patients qui avaient un score KCCQ de 92%, donc quand même avec peu de symptomatologie. On voit dans le groupe surveillance qu'il y avait 105 hospitalisations sur 186 au total dans les 6 mois suivant la randomisation, et que les patients ont eu un crossover et ont un TAVI durant le suivi chez 87% des patients, avec une médiane finalement de 11 mois contre 20 mois dans l'étude Evolved. Donc les patients ils sont devenus symptomatiques finalement un peu plus tôt, avec une intervention un peu plus précoce que dans l'autre étude. Alors quels sont les résultats principaux. Alors en ce qui concerne le critère de jugement principal, alors ici il est positif. On a un bénéfice en fait de la prise en charge par TAVI versus une surveillance clinique. Quand vous voyez à 2 ans et également à 5 ans, finalement, ce critère de jugement principal, il est positif. Pourquoi ? Parce qu'il est surtout gravé par les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Quand vous voyez là, sur la courbe de Kaplan-Meier, ici le D, du coup, vous voyez qu'il y a une forte différence et un bénéfice certain du TAVI sur le critère d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Toute hospitalisation, en fait, finalement, liée au RAC, avec à 2 ans, 15% des patients
du groupe TAVI qui ont été hospitalisés et 36% du groupe surveillance clinique. À 5 ans, on voyait qu'il y a quasiment 46%, 47% des patients suivis cliniques contre 26% des patients TAVI. Il n'y a pas de différence significative, tout comme dans EVOLD, en ce qui concerne la mortalité toute cause, à 2 ans, à 5 ans. Et vous voyez finalement, alors il n'y a pas de différence significative, mais il y a quand même numériquement une différence avec finalement assez surprenant, moins d'AVC dans le groupe TAVI que dans le groupe surveillance clinique. Ce qu'on a vu également, finalement, il y avait des résultats qui tendaient également dans l'étude EVOLVE. En ce qui concerne les critères de jugement secondaire, on a alors vraiment un statut, un bon statut fonctionnel, avec un meilleur statut chez les patients qui ont été traités par TAVI versus les patients qui ont été surveillés activement, avec 86% des patients qui avaient un favorable outcome à 2 ans versus 68% des patients dans le groupe surveillance active. Vous voyez que il y a également une différence et un bénéfice du TAVI sur la fonction, on va dire, ventriculaire gauche, alors pas sur la FEVG en soi-même, hein, il n'y a pas d'altération significative de la FEVG dans le groupe surveillance clinique, mais sur des paramètres un petit peu plus fins, un peu plus précoces d'altération de la fonction VG, comme le strain, et finalement également en fait un remodelage significatif chez les patients qui ont eu un TAVI avec moins d'hypertrophie ventriculaire gauche au suivi. Si on fait un petit mot sur la sécurité périprocédurale en fait de la procédure TAVI, vous voyez qu'en fait procédure très sécure, il n'y a eu qu'un décès dans le groupe TAVI, lié finalement en plus à un décès non cardiovasculaire, c'était les décès périprocéduraux, très peu d'AVC et très peu d'implantation de pacemaker, 5,7%. Ensuite, si on s'intéresse un petit peu maintenant aux symptômes qui ont fait passer en fait du groupe surveillance au groupe TAVI les patients qui étaient initialement mis dans le groupe surveillance. Vous voyez alors que à 1 an, il y a quand même 47% du groupe surveillance active qui ont bénéficié d'un TAVI puisqu'ils sont devenus symptomatiques, et à 2 ans, 71%. Et en général, ces patients avaient des symptômes, on va dire, progressifs, NYHA2, voilà, des dyspnées qui commençaient à débuter. Mais il y a quand même un certain nombre de patients qui avaient des signes, un développement de signes avancés de symptomatologie finalement d'insuffisance cardiaque, avec une dyspnée 3-4, des signes importants d'insuffisance cardiaque ou des autres pathologies, avec à 6 mois, 37% en fait des patients qui ont été traités par 37% des patients traités en fait à 6 mois qui avaient finalement des signes avancés d'insuffisance cardiaque. Comme message principal, en fait, finalement, on a un message un petit peu différent, mais pas tant, de l'étude EVOLVE, avec une supériorité du TAVI précoce versus la surveillance active en termes combinés de mortalité d'AVC et hospitalisation. Vous avez vu que finalement, cette supériorité, elle a été gravée par les hospitalisations pour insuffisance cardiaque, pas par la mortalité ni par les AVC. Finalement, 90% des patients, et ça c'est quand même un des messages importants, ont été traités par un TAVI au cours de l'étude, avec un certain nombre dans les 12 mois, et on voit que la médiane de changement en fait, de groupe, de crossover, était finalement à 11 mois, ce qui est un petit peu ce qu'on voit dans les études et dans les autres papiers, avec, on dit que quand on commence à surveiller un patient, quand on diagnostique un patient avec un rétrécissement aortique serré, en général, on est à peu près à 12 mois avant de débuter des symptômes. Un des autres messages, c'est finalement, est-ce que, ça on va pouvoir demander un petit peu aux experts qui sont là, mais est-ce que vous pensez que finalement la surveillance d'un RAC, est-ce que déjà ça va changer votre pratique de tous les jours? Est-ce que vous pensez que finalement les RAC serrés asymptomatiques, est-ce qu'il n'y aurait pas besoin de les surveiller un peu plus finalement? Est-ce qu'on ne devrait pas les surveiller peut-être à 3 mois avant d'aller tout de suite à 6 mois, à 1 an? Les surveiller de façon un peu différente, d'aller chercher plus de creuser un petit peu au niveau des symptômes. Voilà, je vous remercie.
Alors, du coup, je ne sais pas si déjà dans la salle, vous avez quelques questions, peut-être avant de questionner un petit peu les experts sur ces deux études, finalement, qui sont, comme on l'a dit, différentes en termes de résultats principaux, mais pas tant différentes que ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux populations aussi qui ont été incluses? Parce que vous voyez que c'est des populations un peu différentes. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci pour ces belles études. Et la question, la suivante, ces patients parfois ont d'autres maladies valvulaires. Est-ce que tous ces patients que vous avez inclus n'avaient aucune autre maladie? Des patients âgés, donc ils ont souvent une insuffisance mitrale, une hypertension pulmonaire. Quelle est la part du RAC? Quelle est la part de la pression pulmonaire? Quelle est la part de l'insuffisance mitrale c'est une question clinique journalière. On n'a pas à cet âge-là, on a des patients avec des rotations anti-XRE pures, mais quelle est la part de l'insuffisance aortique également qui peut être associée? Quelle est la part des lésions coronaires qui peuvent être aussi asymptomatiques? Les études sont très théoriques, elles sont très belles. Je pense que l'enseignement est vrai. Il faut opérer les gens tôt, c'est clair. Bon, d'abord, chaque cas est un cas particulier, mais je pense que c'est difficile dans la pratique clinique journalière d'intégrer ces résultats. Je vous laisse répondre. Merci beaucoup pour la question. Tu peux remettre peut-être les premières slides sur les populations. Alors, c'est les deux études, évidemment, où les deux essais randomisés où les patients étaient assez sélectionnés sur les critères d'inclusion. Et donc, dans les deux études, ils se sont concentrés sur les patients qui avaient un rétrécissement aortique asymptomatique et pas d'autres valvulopathies sévères associées. Voilà. De même pour les comorbidités de type coronaire, les patients devaient être revascularisés s'il y a une indication pour être vascularisés avant inclusion la plupart du temps. Et c'est des patients qui ne devaient pas avoir une autre indication chirurgicale, sinon ces patients qui n'étaient pas inclus. D'ailleurs, dans Early TAVR, si tu peux mettre la slide sur le flowchart, on voit qu'il y a quand même 43% des patients screenés qui ont été exclus, donc qui n'ont pas été randomisés. Et vous voyez que la majorité de ces patients-là ont été exclus pour indication pour un remplacement aortique de classe 1. Et ça pouvait être un patient, par exemple, parce qu'il avait une chirurgie de pontage associée, plus un RAO serré décrit asymptomatique, par exemple. Voilà. Ou un patient qui avait un RAO serré considéré asymptomatique, mais une fuite mitrale sévère organique. Tous ces patients-là n'ont pas été inclus dans l'essai. Et donc, c'est une population très sélectionnée. L'objectif était vraiment d'essayer d'évaluer l'impact de l'intervention sur du RAO asymptomatique pur. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je voulais peut-être vous demander, du coup, effectivement, sur les populations finalement étudiées. On a vu que dans Early TAVR, en fait, il a été il a été analysé finalement comme critère positif d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque les patients qui ont consulté pour finalement des symptômes, mais on ne sait pas dans les 6 premiers mois pour des symptômes, mais ils ont été en fait finalement mis dans l'analyse en fait d'hospitalisation non programmée. Et je voulais voir un petit peu votre sentiment par rapport à ça. C'est toujours difficile à analyser, effectivement. Quand on a comme critère de jugement des critères durs tels que la mortalité, c'est beaucoup plus facile de trancher. Quand c'est une majoration de la dyspnée, une hospitalisation avec des patients qui sont super surveillés dans le cadre d'études, et dès qu'il y a le moindre doute, comme il voit quelqu'un, il se retrouve à être exploré avec un RAC qui fait toujours peur. Donc c'est des critères qui sont plus subjectifs. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces études, c'est que en 1 ou 2 ans, finalement, tout le monde est opéré. C'est ça. Tout le monde se retrouve éviter des hospitalisations. Alors même si c'est pas le chiffre donné, c'est effectivement important à savoir, et ça
peut remettre en question notre pratique. Alors mardi, j'ai vu un RAC serré asymptomatique et du coup, je le revois dans 6 mois. Donc le temps, les pratiques mettent du temps à changer. Après, ce que ça peut nous amener, il y a un élément important aussi, c'est que, je vais dire des chiffres assez approximatifs, mais c'est environ 20 000 TAVI par an sur la population de RAC serré symptomatique. Et je crois, mais peut-être tu vas pouvoir nous dire, que la population de RAC serré asymptomatique double au moins le nombre de patients. Et donc, ça représente un volume important qu'il faudra absorber. Et est-ce que le fait de les planifier et de mieux étaler nos programmations, ça peut permettre de les absorber? Parce qu'à un moment, ils deviendront symptomatiques. C'est ça. Alors, on voit finalement dans les 2 études aussi, ce qui était différent, c'est finalement le temps qu'il y avait jusqu'au traitement. La médiane de traitement, on voit que les patients qui étaient randomisés dans le groupe chirurgie ou TAVI dans EVOLD avaient une médiane de 5 mois après le diagnostic pour être traités. Donc on voit que ça, c'est quand même très long, hein. C'était 30 jours dans Early TAVI en moyenne, donc c'était vraiment plus court. Mais c'est vrai que ça peut être finalement dans notre pratique en se disant, voilà, demain, vous voyez un patient qui a un RAC serré asymptomatique, qu'est-ce que vous faites? Vous allez faire déjà tout son bilan pré-TAVI. Vous aurez le scanner, la coronarographie encore à l'heure actuelle quand même, on verra après, mais finalement tout le bilan pré-TAVI va être fait et vous pourrez finalement le programmer. Alors soit si on a des volumes vraiment très importants et on sait que ça va encore, les patients vont augmenter, la population va augmenter à traiter, mais on pourra peut-être effectivement mieux les planifier. Et les planifier peut-être sur 5, 6 mois, 7 mois. Voilà. Oui, Marina. Il y a une question parce que si on veut tourner les choses de l'autre sens, on pourrait dire que les RAC seraient asymptomatiques. En fait, c'est sûr parce qu'il n'y a pas d'augmentation de mortalité. Les suivre et puis faire l'intervention s'ils deviennent symptomatiques parce qu'à la fin, ce qui arrive, c'est que les patients sont plus hospitalisés et entre ces hospitalisations, c'est ceux qui étaient pour l'intervention. Et donc là, pour moi, c'est un piège parce qu'effectivement, les patients étaient asymptomatiques, il est devenu asymptomatique, il est hospitalisé parce qu'il va voir l'intervention et donc l'étude est positive. C'est vrai. Je pense qu'effectivement, le plus intéressant, c'est de dire qu'à la fin, tu gagnes peut-être max une année. À l'année suivante, dans l'année, il va être opéré. C'est déjà un message qu'on ne savait pas trop quoi dire avant au malade, mais on peut dire qu'aujourd'hui, voilà, dans l'année, la plupart des patients ils sont déjà devenus symptomatiques. Mais en vérité, en traitant précoce, de façon précocement, les patients qui sont asymptomatiques, on évite effectivement les hospitalisations. Mais il m'aimerait bien savoir si on n'aurait pas inclus ces hospitalisations pour intervention, si ça aurait été significatif en fait. Alors, oui, vas-y. Non, mais remet le résultat principal d'Early TAVI. En effet, quand on regarde les courbes de Kaplan-Meier, on voit qu'il se passe une grosse... à celle d'avant, je pense. On s'aperçoit qu'il y a une énorme marge d'escalier qui se passe dans la première année. En fait, ça se passe dans les 6 premiers mois. Et ça, c'est lié au endpoint composite de Early TAVI, où ils ont considéré que tout patient du groupe surveillance médicale qui avait un TAVI dans les 6 premiers mois était un événement non planifié qui comptait dans le endpoint principal. Alors pourquoi ils ont compté ça? C'est parce que dans les la justification, c'est parce que dans les guidelines, lorsque l'on voit un patient RAO asymptomatique serré en consultation, les guidelines disent on revoit le patient dans 6 mois. Et donc, ils ont considéré que si le patient devait avoir son geste en moins de 6 mois, c'était un événement. Donc, c'était, entre guillemets, un patient qui échappait à la conduite à tenir des guidelines actuelles. Voilà. Donc, évidemment, on voit que le différentiel entre les courbes et le endpoint principal est positif, essentiellement lié à ça, au fait que les patients ont un TAVI. Il y a à peu près 26% des patients qui ont un TAVI dans les 6 mois et 40% la première année. Cependant, si dans les appendices de l'article, voilà, il y a également l'analyse qui est faite en éliminant ces événements-là liés à la procédure TAVI et en prenant en compte uniquement les hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Donc vous voyez que la courbe A, par exemple, on voit que entre le groupe surveillance médicale en rouge et le groupe TAVI en bleu, les courbes
se séparent, mais mettent beaucoup plus de temps pour séparer. Mais on retrouve quand même l'effet de la procédure en termes de diminution des réhospitalisations. Donc le message est quand même assez fort et on retrouve un impact assez important. On retrouve à 2 ans, on a 40% de diminution, 40 à 50% de diminution des réhospitalisations pour insuffisance cardiaque lorsqu'on fait un TAVI précoce. Donc l'effet quand même semble perceptible, même si c'est une analyse évidemment secondaire, c'est pas le endpoint principal de l'étude, c'est exploratoire, etc. Mais on sent qu'il y a quand même un rationnel et un message qui est important derrière. Pour aller dans la même direction que Marina, si on dit donc ok, finalement on gagne des hospitalisations, et finalement à part ces hospitalisations, qu'est-ce qu'on perd à attendre entre guillemets, hein? On va perdre 10% de ta vie dans les 6 mois, qui n'était pas prévu, et finalement ça permet quand même de décaler le TAVI qu'on n'aura pas fait tout de suite à, en moyenne, on va dire 18 mois, 2 ans, sur des prothèses qui, pour l'instant, malheureusement, ne durent que 10 ans, quand tout va bien. Donc, gagner 1 an ou gagner 2 ans, à part les 10% de patients qu'on aura dû pousser au TAVI un peu rapidement, est-ce que le jeu n'en vaut pas la chandelle dans un contexte où, pour l'instant, on n'a pas de prothèse éternelle? Je pense que ça va être patient par patient, mais si on remonte la slide sur la manière dont les gens, enfin la raison pour laquelle les patients ont un TAVI dans le groupe surveillance médicale, vous voyez tout ce qui est en rouge, c'est les patients pour lesquels le TAVI devient indiqué pour des symptômes, on va dire, ils ont appelé ça avancés, symptômes avancés d'insuffisance cardiaque. Ça veut dire que le TAVI là est déclenché non pas parce que le patient voit le cardiologue, il lui dit je commence à devenir un peu essoufflé, un petit peu plus fatigué, c'est plus comme avant, etc. Là, c'est parce que les patients passent en stade 3 ou en stade 4, ou en syncopé, ou font du trouble rythme ventriculaire. Donc c'est des événements importants quand même pour le patient. Certes, il ne meurt pas plus, voilà, mais entre guillemets, le TAVI, ils vont aller au TAVI avec un symptôme qui est quand même assez important. Donc le message, je pense que c'est on pourra s'adapter aux patients, à chaque patient. On pourra leur dire vous allez avoir un TAVI, probablement assez rapidement. Il y a quand même une chance sur 2 que dans l'année qui vienne, il y ait une indication claire pour faire un TAVI. On peut y aller très rapidement, faire le bilan et vous le faire précocement. Ça va pas changer votre survie, mais ça va simplement vous permettre d'avoir la valve de manière programmée plus sereine, on va dire. Si on attend, peut-être que c'est un événement un petit peu plus brutal qui fera programmer l'intervention. Voilà. Je pense que c'est un peu le message et ça permettra les patients qui sont assez réticents à avoir une procédure, vont continuer à être réticents et vont dire je ne meurs pas plus. Et les patients qui veulent leur intervention tout de suite pour régler le problème, on aura une manière de justifier cette attitude-là. Il y a un autre élément qui va dans ton sens pour le fait de retarder un peu, c'est que il y a 1% de mortalité un peu moins, qui est un peu incompressible, que le patient soit asymptomatique ou pas. Et c'est toujours plus délicat et incompréhensible pour la famille d'avoir un patient asymptomatique qui meurt au cours d'une intervention, alors que quand ils arrivent avec une dyspnée sévère, ces 1% là sont plus facilement explicables. C'est un peu moins. Il y a un patient qui est décédé. C'est lié, autour de la procédure TAVI. Ouais, voilà. Et c'est vrai que le prix à payer procédural du TAVI précoce est finalement assez faible. Donc il y a un patient qui est mort dans le groupe TAVI. Mais si on regarde les endpoints, les autres événements qui pourraient être associés à la procédure, finalement, numériquement, ils ne sont pas du tout plus élevés dans le groupe TAVI que dans le groupe surveillance. Et par exemple, même on s'aperçoit numériquement qu'il y a moins d'AVC dans le groupe TAVI que dans le groupe surveillance clinique, qui peut quand même être poser des questions, puisque le TAVI est quand même une procédure invasive qui peut causer des AVC. Mais même en termes de taux de pacemaker, par exemple, vous voyez qu'on est vraiment assez proche.
Donc le prix à payer procédural, alors évidemment pour le patient qui est décédé, c'est sûr que c'est un événement très important, mais au global, le prix de la procédure précoce semble assez faible. Là, en l'occurrence, ouais. c'était un décès non cardiovasculaire, Ouais. mais néanmoins, Ouais. on en aura. On en aura, c'est sûr. J'avais une petite remarque à faire. Je pense que pour les jeunes praticiens qui sont là, il y a quand même, effectivement, on voit beaucoup de patients asymptomatiques dans le RAC, mais il y a quand même asymptomatiques et asymptomatiques. Il y a deux types de populations. Il y a les asymptomatiques, certes, qui sont asymptomatiques, mais qui ont quand même un score calcique très élevé, une vitesse à plus de 4 mètres par seconde, une pro-BNP élevée. Quand on leur fait faire une épreuve ergométrique, ils ont une chute de la tension, une HTAP qui arrive. Ces patients-là, je pense que Early Taver nous dit vous êtes en droit de les opérer précocement. Et puis les autres qui n'ont pas tous ces signes-là, je pense qu'on peut continuer à les surveiller tous les 6 mois. Moi, c'est comme ça que je vois Early Taver. C'est pour le praticien de se dire, finalement, vous faites pas mal d'opérer plus précocement ces patients-là, à mon sens, sous réserve qu'ils aient ces stigmates finalement de mauvaise tolérance de leur rétrécissement aortique, bien qu'ils soient asymptomatiques. Et finalement, on fait très facilement la part des choses. Le patient qui vient et qui dit non, mais moi, je suis asymptomatique. En fait, la femme, elle vous dit, oui, mais il est au fauteuil toute la journée. Et si vous faites de la biologie, vous allez voir la tropo, la pro-BNP et la vitesse, la Vmax. Le patient, il est progresseur rapide. Vous avez une écho 6 mois avant qui était à 0,15 cm² de plus grosse. Et c'est un progresseur rapide. Enfin bref, il y a beaucoup de stigmates qui vous disent il est asymptomatique. Il y a des critères qui me disent, et Early Taver m'aide à ça, on va pouvoir finalement opérer ce malade sans arrière-pensée. Alors, dans Early Taver, la population était strictement asymptomatique, c'est-à-dire que les patients non seulement ne décrivaient pas de symptômes, mais ils avaient tous un test d'effort qui confirmait l'absence de symptômes à l'effort, enfin 90%, 95% des patients. Donc théoriquement, le patient qui décrit cette asthénie plus profonde ou un petit peu essoufflé à l'effort, théoriquement, ce patient n'est pas là dans Early Taver. Le BNP dans Early Taver est à 300, le BNP. Voilà. Donc c'est des patients qui ont des BNP bas, le BNP moyen ou médian. Voilà. Par contre, ce qui sera très intéressant, en effet, je pense elle n'est pas encore publiée, mais probablement qu'ils vont pouvoir analyser le sous-groupe de patients dont on parlait, le patient qui, dans le groupe surveillance médicale, qui évolue rapidement et surtout qui fait de l'insuffisance cardiaque assez sévère dans les mois qui suivent. Et est-ce qu'il y a des prédicteurs de ces patients-là? Est-ce que c'est une Vmax un petit peu plus élevée que les autres? Est-ce que c'est ceux qui ont le BNP plutôt aux alentours de 400, 500 que ceux qui ont un BNP à 150? Est-ce qu'il y a des biomarqueurs? Est-ce qu'il y a des paramètres échographiques? Est-ce qu'il y a des paramètres liés aux comorbidités? Voilà, c'est les prédicteurs de patients qui vont évoluer défavorablement et avoir un TAVI précoce. Bon, ils ne sont pas encore décrits, ça sera probablement des sous-études très importantes d'Early Taver. Après, oui, juste un mot. Et en pratique, c'est vrai que c'est peut-être aussi difficile de surveiller ces patients tous les 3 mois, leur faire des tests d'effort, des BNP et tout ça. Pour le cardiologue, ça demande aussi une rigueur. Et quand on a beaucoup de patients, des délais d'attente, c'est vrai qu'en pratique, le faire aussi, ça a une certaine forme de limite de pouvoir le faire comme ça. Quoi. Ouais, c'est vrai que Early Taver ne montre pas de différence sur la mortalité, mais dans la vraie vie, il faut savoir que dans Early Taver, le groupe surveillance médicale, dès que le symptôme était présent, ils avaient leur TAVI dans les 30 jours. Donc pourquoi? C'est parce qu'en fait, ils avaient tous un scanner qui avait été fait pour être inclus dans l'étude. Et donc le patient a bénéficié de sa procédure très rapidement. Dans la vraie vie, il faut être capable de faire ça sur un RAO asymptomatique. Il faut que le patient ait accès à la consultation pour décrire son symptôme, qu'il ait accès à tout le bilan pré-TAVI et qu'il ait sa procédure. Est-ce que dans la vraie vie, on arriverait à avoir un délai aussi court? Et est-ce que si ce n'est pas le cas, peut-être que le patient pourrait payer un prix plus important? Ça, c'est une question qui est ouverte, mais ça incite à, chez le asymptomatique, non seulement le suivre de manière plus rapprochée peut-être que dans les guidelines, et surtout déjà faire sa choro, déjà faire son scanner pré-TAVI. Alors ça peut être à discuter aussi, c'est-à-dire que combien de temps est valable une choro une fois que tu l'as faite? Si au bout de 2 ans, il avait des lésions modérées, est-ce que tu l'as refait? Je pense que Early Taver donne aussi un bon résultat sur l'évolution naturelle du RAO symptomatique. Et on s'aperçoit que à 1 an, il y a quasiment 50% des patients qui ont bénéficié de leur TAVI. Donc finalement, le bilan que l'on fait va être tout à fait valable. À 2 ans,
c'est quasiment l'intégralité des patients qui ont eu leur TAVI. Donc je pense que finalement le bilan qu'on va faire quand on rencontre le patient sera assez valable. Ouais. J'ai une petite question par rapport au... Ah, pardon. Juste une question. Vous n'avez pas eu de difficulté à convaincre les gens asymptomatiques d'avoir un TAVI? Moi, personnellement, j'ai beaucoup de difficultés parce que c'est une maladie très bien adaptée et les patients, quand vous leur proposez une procédure, certaines, ce sont en fait des études épidémiologiques. C'est comme l'insuffisance mitrale asymptomatique. Dans toutes les maladies valvulaires, quand elles sont asymptomatiques, parce que nous, médecins, on a des études randomisées et d'autres, mais je pense qu'en pratique, c'est pas toujours évident de convaincre les patients. Et la deuxième question, dans votre étude, est-ce que vous avez eu des cas de rétrécissement aortique low gradient, paroxysmal aortic stenosis, des gens qu'on voit avec des petits gradients, mais qui ont des petits anneaux et des vraisemblablement de rétrécissement aortique serré? Alors j'aurais bien aimé être investigateur d'Early TAVR, hein, mais c'est pas du tout notre étude. C'est une étude qui a été menée essentiellement aux États-Unis et puis il y avait 3 centres au Canada. Donc évidemment, aucun patient n'a été inclus en France. Moi, de mon expérience, c'est que le RAO asymptomatique, on en a quand même quelques-uns, du vrai asymptomatique, et il y a un peu les deux profils psychologiques des patients. Il y a le patient qui voit son RAO serré comme un problème qu'il faut régler et qui pousse pour avoir sa procédure le plus rapidement possible. Et puis, il y a le patient qui est tout à fait soulagé qu'on lui propose d'attendre l'apparition de symptômes. Donc, pour moi, Early TAVI va pouvoir contenter tout le monde, entre guillemets, et surtout mettre à l'aise le praticien pour prendre en charge un peu plus précocement le patient qui veut sa procédure et être aligné avec lui. Alors après, dans Early TAVR, les RAO étaient des high flow, high gradients, AFE majoritairement préservés. Donc toutes les sous-catégories de RAO sont très peu représentées, quoi. Oui, excusez-moi, on a parlé tout à l'heure du BNP qui n'était pas vraiment très élevé. Est-ce qu'il y en a des données par rapport au score cardiaque dans les études? Si c'était des patients qui avaient des scores cardiaques plutôt moyennement élevés ou plutôt vers en bas? Alors, je pense que ça fera l'objet d'une publication secondaire, mais c'est pas dans la publication principale du New England ni dans l'appendice en tout cas. Mais probablement qu'il y aura toute la partie morphologique échographique sera publiée secondairement. On n'a pas les données pour l'instant. On va peut-être passer au sujet suivant, donc qui est là, c'était le rétrécissement aortique serré asymptomatique. Et donc il y a une autre façon de réfléchir, c'est chez les patients qui sont en insuffisance cardiaque et qui n'ont pas les critères de sévérité du rétrécissement aortique. Exactement. Et donc c'était le sujet de TAVI Unload. Une dernière étude, c'est l'étude TAVI Unload. Donc voilà, l'hypothèse de cette étude, c'était d'un bénéfice du TAVI chez les patients atteints d'insuffisance cardiaque, donc avec une FEVG à moins de 50%, et avec un RAO modéré, donc non serré, et donc le comparer à un traitement médical seul de l'insuffisance cardiaque avec une surveillance. Pourquoi cette étude, pourquoi cette idée? Finalement, parce que dans les registres, il y a effectivement une association des patients qui ont un rétrécissement aortique modéré et une dysfonction VG avec un taux plus élevé de cette population de patients-là qui ont le RAO modéré et l'insuffisance cardiaque. L'idée physiologique, c'est de diminuer un début de post-charge de ces patients-là, de prévenir l'HVG, de prévenir une fibrose irréversible qui pourrait encore plus aggraver cette insuffisance cardiaque. Et finalement, lorsqu'on regarde les recommandations, on sait que lorsqu'on a un patient coronarien qu'on doit faire ponter, eh bien, s'il a un rétrécissement aortique modéré, c'est du 2B, mais on fait dans le même temps le changement de la valve. Donc, à la lumière de tout ce contexte, finalement, c'était le terreau pour cette étude TAVI Unload. Et lorsqu'on regarde les recommandations de l'ESC sur la prise en charge des valvulopathies, en fait, c'est une faible pourcentage de patients qu'on regarde. Donc, c'est ces patients qui ont eu les critères de surface à moins de 1 cm², mais avec des gradients à moins de 40, une max à moins de 4 mètres par seconde. Le volume, ça pouvait être plus ou moins de 35 ml par mètre carré. Mais en tout cas, ils avaient une surface entre 1 et 1,5. Et s'il y avait un doute sur la sévérité du RAO dans le contexte de dysfonction VG, ils avaient une échographie à la dobutamine faible dose. Et celle-ci devait être normale et le RAO n'était pas serré à l'écho d'obus faible dose.
Donc il y a 279 patients qui ont été screenés et 178 inclus, donc randomisation en 1 pour 1 avec un critère de jugement clinique, donc avec mortalité toute cause, AVC invalidant et hospitalisation pour insuffisance cardiaque. Combiné avec ça, c'était la classification classe KCC, qui est un critère de qualité de vie de l'insuffisance cardiaque. Donc la population, c'est 178 patients, 66 centres donc, aux États-Unis, en Autriche et aux Pays-Bas, inclus entre 2017 et 2022 sur des valves Edwards. Donc des patients stade NYHA 3 ou 4 principalement, avec pour 44% des patients une hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans les 12 mois. Donc on voit que c'est des patients qui ont une insuffisance cardiaque avancée. La FEVG est en moyenne aux alentours de 39%. Avec une surface moyenne entre 1,2 cm², un gradient moyen à 18 mm de mercure. Donc on voit qu'une population de patients en insuffisance cardiaque avancée avec un RAO non serré. Et donc sur le résultat primaire combiné, eh bien, on voit qu'il n'y a pas de différence. En fait, ils ont utilisé une analyse statistique en comparant soit la stratégie TAVI gagnée, soit la stratégie médicale seule gagnée. Et lorsque donc on prend un critère composite de l'ensemble des éléments que je vous ai présentés, eh bien, il n'y avait pas de différence. Lorsqu'on enlève également le questionnaire de qualité de vie, ben là encore, on voit que malgré ça, il n'y a pas de différence entre le groupe TAVI versus surveillance seule. Lorsqu'on s'intéresse maintenant à la qualité de vie, c'est le seul élément qui ressort différence entre les deux groupes. Donc, lorsqu'on compare la courbe bleue, donc les patients qui ont bénéficié de TAVI, et la courbe verte des patients qui ont eu le traitement médical seul, on voit une amélioration de la qualité de vie ou du score de qualité de vie sous insuffisance cardiaque après le traitement valvulaire, avec une tendance à la diminution au fil du temps de ce bénéfice, sachant que les patients ont au fil du temps la procédure, ce qui tend à faire basculer les patients dans le groupe TAVI. Donc, quelques messages sur cette étude TAVI Unload. Donc, la prise en charge du RAO modéré dans le contexte d'insuffisance cardiaque, on ne retrouve pas de bénéfice du TAVI versus une surveillance seule avec un traitement médical optimal. La seule chose qu'on peut souligner, c'est une amélioration de la qualité de vie à 1 an. Mais donc, finalement, sur le message qu'on en retient, c'est la poursuite de l'application des recommandations actuelles chez ces patients. Quelques grosses limites sur cette étude, parce que la principale, c'est le nombre d'inclusions des patients, donc, qui était initialement de 600 patients nécessaires pour avoir une différence statistique. Et donc, on en est bien loin par multiples raisons. Effectivement, ils ont justifié par le Covid, par des études compétitives et des critères qui, finalement, ces patients ne sont pas si faciles que ça à trouver. L'autre élément notable, c'est que dans le groupe surveillance et traitement médical seul, on voit qu'il y en a une grande partie qui bascule dans le groupe TAVI, puisque à 12 mois, 43% des patients qui étaient dans le groupe surveillance ont un TAVI pour des critères parce que le RAO finalement devient serré. Et donc on aura peut-être plus de réponses avec 2 études à venir, une avec les valves Edwards, l'étude Progress qui est sur la même thématique, et l'étude Expand qui c'est sur la valve Evolute. Merci. Est-ce que vous avez déjà des questions sur cette dernière étude? Peut-être discuter sur la population. Ah, il y en avait une. Merci pour cette étude, pour cette belle étude. Je pense que c'était prévisible qu'un patient d'insuffisance cardiaque avec un retentissement aortique pas très serré ne va pas tellement tirer bénéfice du TAVI. Par contre, un patient d'insuffisance cardiaque avec un rétrécissement aortique significatif et serré va tirer bénéfice du TAVI. Il y a beaucoup d'études dans ce domaine-là qui ont été publiées. Nous-mêmes, dans notre centre, nous avons fait ça. Et moi, je l'ai vu de mes propres yeux. Les gens en insuffisance cardiaque âgés, avec des rétrécissements aortiques significatifs, quand on prend le risque de leur faire un TAVI, on a des améliorations assez spectaculaires et je pense une longévité plus importante. Je pense que l'étude aurait dû plus s'intéresser aux patients avec des rétrécissements aortiques significatifs. Parce que c'est une grande controverse parmi les cardiologues. Tout le monde n'est pas d'accord de faire des TAVI à des gens qui ont une fraction d'éjection de 25% et qui ont un rétrécissement aortique significatif. Alors,
C'est vrai que la population TAVR Unload s'intéresse à une population très particulière. C'est vrai c'est une étude où on a fait des TAVI à des patients qui avaient un RAO modéré, mais à la base, finalement, c'est une étude de patients insuffisants cardiaques. Donc, c'est des patients insuffisants cardiaques symptomatiques qui ont un rétrécissement aortique modéré. Voilà. Donc, c'est pas du tout représentatif de l'ensemble des patients qui ont un rétrécissement aortique modéré. Et c'est peut-être une partie de l'explication de la négativité de l'étude, au-delà du fait qu'elle est finalement très sous-taillée. Ils ont eu beaucoup de problèmes de recrutement et l'étude qui était prévue pour avoir 600 patients se retrouve avec 160 patients à la fin. Ils ont dû changer le endpoint principal. Mais néanmoins, ils se sont intéressés à une population de patients graves et avancés sur le plan de l'insuffisance cardiaque. Donc c'était fait à dessein initialement parce que l'idée était que les patients graves avec dysfonction VG allaient faire plus d'événements que si on s'intéressait peut-être au RAO modéré sans dysfonction VG. Et donc l'impact d'une intervention, conceptuellement, pouvait peut-être être plus bénéfique à cette population-là de patients avancés. Et peut-être finalement que ce n'était pas forcément le bon choix et pas forcément la population, je suis d'accord avec vous, pour lequel le TAVI allait montrer un impact. Peut-être si tu montres les caractéristiques des patients, on voit que c'est des patients qui, vraiment insuffisants cardiaques, avec déjà des ventricules gauche dilatés, par exemple, le diamètre télédiastolique est à plus de 65 mm, les VG sont aux alentours de 180 ml. Donc c'est vraiment du patient qui a une insuffisance cardiaque développée, et la plupart de ces patients-là ont une insuffisance cardiaque qui est d'origine ischémique en plus. Donc le rétrécissement aortique n'est pas du tout forcément impliqué dans la symptomatologie du patient et n'explique pas l'insuffisance cardiaque du patient, évidemment. Donc dans cette population-là, envisager que le traitement impacte la mortalité sur un suivi aussi faible et avec aussi peu de patients était probablement en effet un petit peu illusoire. Flavien, par rapport à la population un petit peu juste à côté de celle-là, ou qui est un peu mélangée à celle-là, en tout cas dans la vie quotidienne, qui est le low flow, le patient avec grosse dysfonction VG, RAO où tout le monde s'arrache les cheveux pour savoir s'il est serré ou pas serré. Et à quel point c'est si différent que ça de cette population-là? Il y a si tu remontes le flowchart initial, il y avait ces patients-là, c'est-à-dire que le patient pseudo-sévère est un RAO modéré, donc ils étaient dans TAVI Unload. C'est les patients qui sont, c'est le deuxième carré bleu tout en bas, c'est-à-dire du patient qui a des gradients bas, mais une aire calculée qui a moins de 1 cm², qui a un bas débit, une dysfonction VG, pour lequel on va faire un test à la dobutamine. Et lors du test à la dobutamine, lors de l'écho à la dobutamine, l'air va passer au-delà de 1 cm² et tomber entre 1 et 1,5 cm² avec une élévation faible des gradients en conséquence. Donc on va conclure après l'écho dobu que ce n'est pas un RAO sévère pur, mais c'est un RAO pseudo-sévère, c'est-à-dire un RAO modéré. Donc ces patients-là étaient dans TAVI Unload, mais pas que. Il y avait aussi des patients qui avaient certes une dysfonction VG, mais qui n'étaient pas en bas débit. Voilà, c'est-à-dire que dont le volume éjecté indexé, le stroke volume indexé, était à plus de 35 ml par mètre carré. Voilà. Donc, si tu peux montrer les caractéristiques des patients. Tu l'as pas? Ouais. Voilà. Donc, c'est une population qui est différente du patient AFE préservé, pour lequel on trouve un rétrécissement aortique modéré. Et évidemment, ces patients-là sont souvent assez peu symptomatiques. Voilà. Et c'est les patients pour lesquels l'étude progresse, l'étude expand, donc une avec la valve balloon expandable et une avec la plateforme Evolute, est en train d'être évaluée. Moi, j'ai un peu l'impression que TAVI Unload, c'est un peu le MITRA-FR, c'est une population MITRA-FR équivalente, c'est-à-dire que le RAO n'est pas forcément impliqué dans l'insuffisance cardiaque du patient,
ou alors l'insuffisance cardiaque est trop avancée pour que l'impact de la procédure soit palpable cliniquement. Voilà. Donc peut-être qu'il faut s'intéresser à une population moins avancée, avec des critères échographiques plus restreints, ou alors ce qu'ont choisi les investigateurs de Progress et de Expand, c'est-à-dire une population qui finalement va avoir des fractions d'éjection plutôt préservées. Oui. Je crois que le docteur Constant peut participer à Expand, hein, c'est ça? Oui, alors du coup, Expand, c'est un peu le même modèle, mais avec des critères d'inclusion sur la sévérité du RAC qui ont l'air d'être un peu plus sévères, hein, puisqu'on est entre 20 et 40 de gradient, alors que là, vous avez un gradient moyen qui est à 18, donc une sévérité un peu plus accrue. Les critères cliniques sont à peu près les mêmes, peut-être un peu moins sévères aussi, puisque il y a des difficultés de recrutement. Donc nous, on participe depuis, je pense, 2 ou 3 ans. Il y a un patient qui finalement est sélectionné sur les 10 ou 12 qui nous semblaient bien et qu'on n'a pas encore randomisé d'ailleurs. Donc c'est une population extrêmement ciblée et à chaque fois il y a un des 3 critères qui saute, puisqu'il faut entre 20 et 40, entre 3 et 4 de Vmax et puis moins que 1 cm², et donc à chaque fois les échos sont relus par le corps lab et on nous dit bah non, celui-là il est à 0,99 cm², donc tu n'as pas le droit de l'inclure. Et donc les 2 études ont été dessinées à peu près en même temps. Et là, je pense qu'on est à 2/3 du recrutement, à peu près sur 600 patients de Expand. Donc peut-être que, effectivement, en sélectionnant des patients un peu plus sévères au niveau du rétrécissement aortique, il y aura peut-être un bénéfice un peu supérieur. Donc c'est ça, ça va être comme COAPT, c'est-à-dire des patients plus sévères dans le rétrécissement aortique, mais moins graves sur le plan de l'insuffisance cardiaque. Voilà. Dans COAPT, les patients avaient une insuffisance mitrale plus sévère, mais étaient moins avancés dans l'insuffisance cardiaque. Dans MITRA-FR, les insuffisances mitrales étaient moins sévères et les patients un peu plus dépassés sur le plan de l'insuffisance cardiaque. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois, et probablement du coup que les autres études sur le RAO modéré, peut-être seront un petit peu plus significatives et parlantes cliniquement. En fait, c'est l'idée pour tous les praticiens, parce que on verra de plus en plus d'insuffisants cardiaques. Et je crois que l'idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut les surveiller de très près et détecter très vite le rétrécissement aortique. Et il y a beaucoup de patients comme ça, en fait. On met tout sous le compte sur l'insuffisance cardiaque, mais dès qu'on entend un souffle, je crois qu'il faut tout de suite faire tous les examens qu'il faut pour savoir si c'est un rétrécissement aortique serré. Et comme vous avez dit dans l'étude, même au début, c'est les rétrécissements aortiques modérés que vous suivez, mais ils avancent très vite dans l'insuffisance cardiaque. Vous avez des gens qui, en quelques mois, passent de l'insuffisance cardiaque, du rétrécissement aortique modéré au rétrécissement serré. Et là, il faut pas louper le timing idéal, parce qu'on voit moi j'ai une patiente de 99 ans qui on a fait un TAVI et c'était extraordinaire. Elle était dépendante des injections de fusibles, comment vous appelez ici, l'Azilix, 2 fois par semaine. Après le TAVI, elle était quasiment plus dépendante de l'Azilix. Je crois que c'est l'idée qu'il faut pour les praticiens. Parce qu'on a de plus en plus d'insuffisance cardiaque, on a de plus en plus de patients qui ont des rétrécissements aortiques en insuffisance cardiaque. Et ces patients, il faut pas les louper, parce qu'on a une chance de les améliorer. En effet, c'est pas parce que TAVI unload est négatif sur l'effet du TAVI, de l'intervention dans le RAO modéré, que le RAO modéré n'est pas une maladie qui va impacter le pronostic du patient. Toutes les études montrent qu'avoir un RAO modéré, c'est pas pareil qu'avoir un RAO minime. Et la mortalité de ces patients-là, au global, est quand même plus importante. Voilà. Ils font moins d'événements qu'un RAO serré, mais avoir un RAO modéré, c'est quand même plus de mortalité, plus d'hospitalisation, plus d'événements finalement dans les mois qui suivent. Donc, c'est des patients qui doivent être absolument suivis. Je partage tout à fait votre avis. Juste un commentaire sur la justification de l'étude. Enfin, c'était beaucoup discuté, c'était tout à fait pertinente, parce que c'était dit que les patients qui avaient une dysfonction VG sévère, la post-charge associée au RAC, même si ce n'était pas un RAC serré, pourrait juste faire décompenser le VG. Et donc, une petite augmentation de la post-charge associée à un petit RAC, ça pourrait décompenser, donc il pourrait avoir un bénéfice. Mais probablement, je suis d'accord avec probablement, il ne faut pas un tout petit RAC, il faut un petit RAC probablement moyennement serré pour trouver un bénéfice
dans ces conditions-là. Oui, tout le rationnel du traitement du RAO modéré et en effet la post-charge, enfin les patients peuvent être symptomatiques à la fois liés à la post-charge artérielle, hein, l'hypertension, etc., mais aussi à la post-charge liée au rétrécissement aortique. Et lorsque malgré un traitement médicamenteux bien conduit, les patients restent symptomatiques, peut-être que traiter leur RAO modéré pourrait améliorer leur pronostic, diminuer le taux d'événement. Donc tout le rationnel de traiter un RAO modéré vient de là. S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à remercier nos orateurs, Clément Servoz, Marion Kibler et Flavien Vasson, pour cette excellente revue bibliographique. Et je crois qu'on a beaucoup appris. Et je vous donne rendez-vous à demain, à 9h, pour les occlusions coronaires chroniques.